Bonjour à tous et bienvenue à la conférence sur comment stimuler son immunité à travers l'alimentation, qui est organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat à travers la Cité du goût et des saveurs. Alors pourquoi finalement avoir organisé ce type de conférence? C'est que la Chambre des métiers accompagne les artisans des métiers alimentaires et promeut finalement toutes ces entreprises. Et à travers ça, obligatoirement, on se pose des questions sur la qualité de l'alimentation destinée au grand public. Donc, on propose aujourd'hui des cours de cuisine et des conférences. Et je vais inviter donc Hélène à nous parler de ses conseils diététiques pour stimuler son immunité. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'animer ce premier webinaire organisé par la Cité du goût et des saveurs. On a choisi ce soir de vous présenter un webinaire en format court, donc à peu près 30 minutes à 45 minutes avec les questions. Karine, c'est à peu près ça? C'est ça. Je suis Hélène Oudré, je suis diététicienne nutritionniste et j'anime, par le biais de la Cité du goût et des saveurs, j'anime des ateliers de cuisine diététique, ce qui permet de mettre en pratique des conseils que je peux proposer dans mon cabinet. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Je vous propose 7 conseils diététiques pour stimuler notre immunité. Donc, ce thème pour stimuler son immunité, bien évidemment, dans ce contexte actuel de pandémie, de maladie hivernale, nous semblait incontournable. De façon à stimuler notre système immunitaire, nous avons besoin de nourrir ce système immunitaire. Donc la qualité de notre alimentation va bien évidemment donner tout ce qu'il faut à nos cellules immunitaires, à toutes les cellules qui interviennent dans le système immunitaire pour qu'elles puissent être fortes et qu'elles puissent se multiplier en quantité suffisante de façon à vaincre les virus. Alors, le premier conseil diététique que je vous propose, bien évidemment, l'apport en vitamine C. La vitamine C, pour son côté antioxydant, alors, je précise quand même ce que c'est cet aspect antioxydant. Le rôle antioxydant de la vitamine C, en fait, va permettre de nettoyer les radicaux libres de nos cellules. Les radicaux libres, ce sont des déchets que nos cellules produisent naturellement. Mais lorsque nous avons une infection, ces déchets sont produits en très grande quantité. Donc, il nous faudra un peu plus d'antioxydants à ce moment-là pour pouvoir éliminer tous ces déchets et qui vont perturber aussi le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, la vitamine C, je vous disais, c'est donc un puissant antioxydant. Donc, le fait de pouvoir nettoyer comme ça toutes nos cellules abîmées, ça va protéger la peau et les vaisseaux sanguins. Et tout cela va faciliter le déplacement des cellules immunitaires dans le sang. La vitamine C évite aussi la surinfection et elle améliore la production des globules blancs, notamment des lymphocytes B et des lymphocytes T, et elle stimule aussi la phagocytose. La phagocytose, c'est le fait que notre corps a la capacité de détruire tous les éléments étrangers, ce qu'on appelle le non-soi. Donc les virus, les bactéries étant des corps étrangers à notre organisme, ils se font phagocyter dès leur entrée quand tout va bien, quand tout fonctionne bien. Malheureusement, la vitamine C, c'est un nutriment qui est très fragile. Elle va être fragilisée par l'oxygène de l'air, par la chaleur, par exemple. Donc une cuisson poussée détruira la vitamine C. Lorsqu'on épluche un fruit ou un légume, on augmente le contact avec l'oxygène et du fait, on accélère la perte de vitamine C. Donc, si vous voulez éplucher un fruit ou un légume, je vous conseille de le faire juste avant la consommation de ce fruit ou ce légume. Sur la droite de la diapo, je vous propose quelques exemples d'aliments riches en vitamine C. Donc, les agrumes, les kiwis, aliments de saison, les choux, les cressons s'ils sont consommés crus, puisque lorsque je vous disais, si on les fait cuire, du fait, on va diminuer la teneur en vitamine C. Le persil est aussi un aliment très très riche en vitamine C, la ciboulette, le radis noir, le cassis par exemple. Donc la vitamine C est utilisée en prévention ou en traitement de maladies respiratoires très fréquemment. Le deuxième conseil diététique,
c'est l'apport en vitamine D, et plus précisément la vitamine D3. La vitamine D3, notre corps a la capacité de la synthétiser via la peau lorsqu'on s'expose au soleil. Une demi-heure d'exposition au soleil par jour, visage découvert, main découverte, suffiront à synthétiser la quantité de vitamine D dont nous avons besoin au quotidien. Malheureusement, sous nos latitudes et en période hivernale, on ne peut pas tous s'exposer durant 30 minutes au soleil. Donc, il y a une forte tranche de la population, à peu près 80% de la population française, qui est carencée en vitamine D. Moi, je sais que je conseille assez facilement une supplémentation en vitamine D, pardon, j'ai dû dire vitamine C, je crois. Donc, je conseille assez facilement une supplémentation en vitamine D du mois d'octobre au mois d'avril, de façon à compenser, à éviter une carence. Pour ceux qui souhaiteraient une complémentation, je dirige en général vers un complément qui tire la vitamine D de la lanoline ou du lichen du Groenland pour ceux qui adopteraient un régime végétalien. La vitamine D a vraiment très nombreux rôles. Je pense que chaque semaine, peut-être pas, mais chaque mois, on découvre des nouveaux rôles de la vitamine D. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur le rôle d'optimisation du système immunitaire, notamment l'immunité innée. Et la vitamine D permet de synthétiser aussi la sérotonine. Alors, la sérotonine n'intervient pas directement dans le système immunitaire. Par contre, elle va permettre de mieux gérer les situations de stress. Donc, ce qui peut être intéressant à l'heure actuelle. Cette vitamine D, on va la retrouver en quantité tout à fait raisonnable dans tous les poissons gras, donc les maquereaux, les sardines, harengs, anchois et puis d'autres que vous connaissez sans doute mieux que moi. Dans le jaune d'œuf, là aussi, je vous conseillerais de le consommer plutôt liquide, cru donc, de façon à éviter la destruction de la vitamine D. Et puis aussi dans le beurre cru, nous allons retrouver. Alors quand j'écris beurre cru, je ne pense pas au beurre traditionnel que nous consommerions cru, mais je pense au beurre réalisé avec de la crème qui n'a pas été pasteurisée ni stérilisée, de la crème crue. Donc du beurre non pasteurisé ou non stérilisé, qui serait consommé cru aussi. Voilà pour la vitamine D. Je vérifie en même temps à côté si je vous ai dit tout ce que j'avais prévu vous dire. Troisième élément intéressant, c'est la quercétine. La quercétine fait partie de la famille des flavonoïdes, des polyphénols. C'est un pigment rouge, en fait, que nous retrouvons dans les fruits et les légumes. Dans les fruits et légumes qui ne sont pas tous rouges, puisque la quercétine, on en trouve en grande quantité dans le brocoli consommé cru. Donc, même si c'est un légume vert, il contient quand même une forte quantité de quercétine. La quercétine a un effet anti-inflammatoire très important. Alors, pourquoi c'est intéressant? L'effet anti-inflammatoire sera intéressant déjà lorsque nous avons une infection, il y a forcément une inflammation. Mais cette inflammation, quoi qu'il arrive, l'inflammation est nécessaire et utile pour informer le système immunitaire qu'il y a un petit travail à effectuer à un endroit de l'organisme. Par contre, quand elle est passagère, tout va bien, mais lorsqu'elle s'installe, que cette inflammation devient chronique ou de bas grade, du coup, notre système immunitaire est surstimulé et il va se fatiguer précocement. Donc, il faut lutter contre cette inflammation chronique, cette inflammation de bas grade. Donc, la quercétine fait partie des nutriments qui ont un pouvoir anti-inflammatoire. Elle intervient aussi dans tous les problèmes respiratoires et depuis le mois de juin 2020, il y a un papier qui est paru en juin 2020, donc c'est très récent. Il a été découvert que la quercétine a un effet aussi antiviral. Elle bloque la réplication du virus et elle empêche la translocation, l'entrée du virus dans les cellules. Donc c'est un élément très très intéressant. Cette quercétine, nous allons la retrouver, donc je vous disais, dans les fruits et les légumes colorés, notamment la pomme, les myrtilles, les cerises, mais bon, on n'est plus du tout sur la saison, le brocoli cru, dans les oignons rouges, et puis aussi dans le chocolat noir, on va en retrouver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, en général, ça fait toujours plaisir. Et puis la période de Noël arrivant, je pense que le chocolat, donc chocolat noir, pas chocolat au lait, chocolat noir.
La quatrième point, j'ai fait un petit focus sur 3 minéraux qui interviennent dans le système immunitaire. Alors, il y en a bien d'autres, hein. Il y a d'autres vitamines aussi, mais sur un format court, il a fallu que je fasse des choix. Donc, le premier minéral, le premier métal, c'est le zinc. Le zinc a aussi un effet antioxydant, un effet antiviral, anti-infectieux. Il ne soigne pas la maladie, il ne soigne pas la Covid-19. Par contre, il va limiter les symptômes de perte d'odorat et de goût. Le zinc va stimuler de façon plus générale, pas seulement sur la Covid-19, mais sur toutes les infections, il va stimuler l'immunité innée et l'immunité acquise. Donc, c'est les deux axes d'action de notre système immunitaire, en fait, lorsque nous sommes infectés. Et là aussi, une grande partie de la population est carencée en zinc, notamment certaines études disent que 100% de la population de plus de 65 ans en France serait carencée en zinc. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, cette carence en zinc, vous comprenez qu'elle va entraîner une diminution de la production d'anticorps, donc une plus grande fragilité aux infections. Le zinc se retrouve en grande quantité dans les germes de blé, dans les huîtres, les jaunes d'œufs, les crustacés, les mollusques. Je vous ai fait une petite liste absolument pas exhaustive. Une douzaine d'huîtres tous les 15 jours permet de couvrir l'apport en zinc pour un être humain, pour un adulte en France. Deuxième minéral, le sélénium. Le sélénium, lui aussi, il combat les virus. Il a un effet antioxydant, donc il protège nos cellules, un effet anti-inflammatoire. Son effet oxydant passe par le fait qu'il régénère la vitamine C, dont on a parlé en tout début de propos. Le sélénium est souvent utilisé dans le traitement des maladies respiratoires aussi. Sélénium, aliment très riche en sélénium, la noix du Brésil, les abats, les poissons de façon générale, les viandes, les œufs, les céréales, et je vous laisse lire la suite. Les noix du Brésil, en fonction de la qualité de la noix, 2, 3, 4 noix du Brésil par jour permettent de couvrir les besoins en sélénium. Après, il ne faut pas non plus manger des noix du Brésil tous les jours. Il faut varier son alimentation de façon à avoir des apports différents dans tous ces aliments, éviter de se lasser aussi d'un aliment. Le dernier minéral intéressant pour nous ce soir, c'est le magnésium. Alors le magnésium, un petit peu comme la vitamine D, comme un des rôles de la vitamine D, le magnésium va nous aider à résister au stress. Ce stress, c'est un facteur limitant de l'immunité parce que lui aussi entraîne une inflammation chronique, une inflammation de bas grade. Le magnésium a aussi un rôle anti-infectieux et il permet de réguler le pH sanguin. Lorsque notre pH est trop faible, alors ce pH peut diminuer à cause d'une alimentation, on va dire, trop industrialisée, par le facteur stress et puis par plein d'autres éléments. Mais cette acidification de notre organisme va aussi entraîner une hyperperméabilité de notre intestin, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis une inflammation, comme tout à l'heure, une inflammation de bas grade. Donc il faut aussi permettre à notre organisme de pouvoir moduler, pouvoir réguler ce pH sanguin. Le magnésium, nous allons en trouver en grande quantité dans les légumineuses, les céréales complètes, les fruits oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes, le cacao et les légumes verts. Cinquième nutriment qui nous intéresse ce soir, ce sont les oméga 3. Les oméga 3 rentrent dans la constitution des lipides, donc des matières grasses, mais ce sont des corps gras, des matières grasses de très très bonne qualité, indispensables à notre équilibre. Ils sont indispensables aussi à la structure des globules blancs. Ils limitent l'inflammation et en France, notre alimentation est d'une façon générale très carencée en oméga 3 et trop riche en oméga 6. Donc pour rééquilibrer tout ça, on peut soit augmenter notre alimentation en oméga 3, soit diminuer notre alimentation en oméga 6, ou jouer sur les deux volets. Les oméga 3, nous allons les retrouver dans les noix
et l'huile de noix, donc toutes les noix, noix du Brésil, noix du Queensland, enfin toutes les noix vous pouvez connaître. Dans l'avocat, l'avocat c'est un fruit qui est très riche en matière grasse, tout le monde le sait, mais la matière grasse de très bonne qualité. Le jaune d'œuf, comme tout à l'heure, nous en avions parlé. Donc là aussi, pour préserver la teneur en oméga 3, jaune d'œuf cru ou jaune d'œuf liquide. Parce que les oméga 3 sont eux aussi fragiles et ils sont détruits par la chaleur. Les poissons gras contiennent aussi des oméga 3, donc les anchois, les sardines, les maquereaux. Et puis les huiles, alors les huiles peut-être un peu moins connues, l'huile de cameline, une petite fleur jaune qui est cultivée en France, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza. Les 3 premières huiles que je vous ai listées ici, je vous conseille de les stocker au réfrigérateur à basse température. Comme je vous disais, les oméga 3 sont fragiles et ces 3 premières huiles sont vraiment très riches en oméga 3. Donc, afin de préserver la teneur en oméga 3, la valeur nutritionnelle de ces huiles qui coûtent un petit peu cher quand même, je vous conseille de les stocker au frais. Et puis, je vous inviterai aussi à plus vous diriger vers des huiles première pression à froid, pardon, ou extraites à froid. C'est toujours noté sur l'emballage, mais ce qui permet d'avoir là aussi une huile de très très bonne qualité. Parce que notre corps, je le redis, se construit avec ce que nous lui donnons à manger. Donc, si nous lui apportons des aliments de bonne qualité, ben notre organisme va nous remercier forcément. Il y a quelques questions, mais je les poserai plutôt à la fin parce qu'elles sont un petit peu en décalage par rapport aux propos que tu es en train de tenir. D'accord. Et on y répondra à la fin. D'accord. D'accord. Le sixième point concerne les probiotiques. Alors les probiotiques, peut-être vous en avez entendu parler, souvent on parle de probiotiques sous forme de complémentation alimentaire. Les probiotiques sont en fait des bactéries utiles, ou indispensables même, qui se logent dans... Alors on va s'arrêter aujourd'hui sur notre système digestif, dans nos intestins, il y en a ailleurs, mais pour ce qui nous concerne nous, on s'arrêtera au microbiote, aux gentilles bactéries intestinales. Ces probiotiques, en fonction des papiers, on trouve qu'ils interviennent à 60 jusqu'à 80% dans le système immunitaire de l'être humain. Donc, 60 à 80% de l'efficacité de notre système immunitaire proviendrait des probiotiques hébergés par nos intestins. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, vous comprenez bien là l'intérêt d'avoir un intestin en bonne santé pour pouvoir lutter plus efficacement contre tous les microbes qui viendront nous attaquer. Donc, si on a un microbiote, des bactéries, ce sont des bactéries, c'est plusieurs variétés, plusieurs souches bactériennes qui vont cohabiter. Donc, si notre microbiote est bien équilibré, il va permettre de réguler l'inflammation et d'optimiser la réponse immunitaire. Voilà. Donc, ces gentils microbes, ce microbiote, pardon, va réaliser une barrière efficace contre les micro-organismes pathogènes, les micro-organismes qui nous provoquent des maladies. Si on a un microbiote qui n'est pas équilibré ou qui est pauvre, le terrain va être libre en fait pour que les microbes pathogènes puissent attaquer notre intestin. Alors que si on a un microbiote bien équilibré et riche, eh bien, il y aura une compétition entre les bactéries utiles et les micro-organismes pathogènes, une sorte de bataille en fait, de champ de bataille dans notre intestin. Donc, éventuellement, les probiotiques peuvent se prendre sous forme de compléments alimentaires, mais ils existent aussi de façon naturelle dans les aliments. On va les retrouver en grande quantité dans les aliments qu'on appelle lactofermentés. Donc, ce ne sont pas des produits laitiers fermentés, mais ce sont des aliments fermentés à partir de bactéries lactiques qui produisent une fermentation lactique. Alors, ce sont peut-être des aliments qu'on a moins l'habitude de consommer. Les aliments lactofermentés, je vous projette là quelques exemples. Le kéfir, qui est une boisson. Alors, ça peut être le kéfir de fruits comme vous avez en image, la première image sur votre gauche, ou le kéfir de lait aussi. La choucroute, donc le chou fermenté. La pâte miso, vous avez aussi une image en bas de droite. Le kimchi, qui sont des légumes lacto-fermentés.
La sauce soja, les fromages à pâte dure sont issus de lactofermentation et donc contiennent de nombreux probiotiques. Et pour nourrir ces probiotiques, nous avons besoin de prébiotiques. Ça devient compliqué cette histoire. Les prébiotiques, donc la nourriture des probiotiques, sont en fait les fibres alimentaires. Donc les fibres que nous allons trouver dans les fruits et les légumes. Donc vous comprenez la place importante des fruits et légumes pour l'apport en vitamine C, pour l'apport en probiotiques, pour aussi l'apport en sels minéraux. Donc c'est vraiment très important. Quand on nous conseille de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'il y a vraiment une raison utile. Dernier point, dernier conseil, puisque là on n'est pas sur des nutriments, ce sont les épices. Notamment les épices qui ont des vertus réchauffantes. Le curcuma, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, la cardamome. Ces épices vont permettre de diminuer la réponse inflammatoire lorsque nous sommes infectés et vont stimuler aussi le système immunitaire. Donc n'hésitez pas à enrichir vos plats au quotidien avec ce type d'épices, ou sinon vous préparez des infusions qui vous apporteront aussi les éléments bénéfiques que contiennent ces épices. Alors en pratique, comment faire avec tous ces petits conseils-là? Le maître mot, c'est d'abord varier son alimentation. En variant l'alimentation, on a plus de chances de couvrir nos besoins alimentaires dans tous les différents nutriments. Supprimer notre alimentation le plus possible, les aliments ultra transformés, les aliments en fait préparés par l'industrie agroalimentaire, qui utilisent des matières premières souvent pas chères, mais pas toujours de bonne qualité, des matières grasses trans qui vont prendre la place de nos fameux oméga 3 et ce sera sur le long terme vraiment nocif. Supprimer aussi les produits sucrés et les produits sucrants qui vont accélérer l'acidose tissulaire. Donc je vous disais tout à l'heure, pour réguler le pH, il fallait apporter en grande quantité des sels minéraux, mais on peut aussi diminuer ou supprimer les produits sucrés et les produits sucrants. 500 g de légumes par jour, 2 fruits par jour vont suffire à couvrir tous nos besoins. Un fruit cru, minimum par jour. Ça peut être un fruit cru, un fruit cuit ou 2 fruits crus. De préférence, se diriger vers les fruits et légumes de saison et locaux, tant qu'à faire. Les aliments issus de l'agriculture biologique, les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique sont plus riches en sels minéraux et en vitamines. Donc là aussi, ils sont intéressants. Ils sont plus intéressants que les fruits et les légumes issus de l'agriculture conventionnelle. Ils contiennent aussi moins de pesticides et les pesticides sont des éléments qui sont immunodépresseurs. Donc ils vont agir négativement sur notre système immunitaire. Afin de préserver au maximum les teneurs en vitamines, je vous conseillerais de diriger vers une cuisson à la vapeur douce type couscoussier. On peut aussi consommer des fruits séchés. C'est tout à fait possible l'hiver. Sur la droite de cette diapo, je vous propose quelques exemples de préparations qui sont intéressantes. La première est peut-être un peu originale, c'est le taboulé de chou-fleur. En fait, c'est la recette d'un taboulé. Sauf qu'à la place de la semoule de blé, on va passer un petit chou-fleur et un petit brocoli au mixeur jusqu'à ce qu'on obtienne des petits grains de la taille de la semoule de blé. Et puis on prépare son taboulé, comme à l'habitude. Mais je le redis, on remplace la semoule de blé par du chou-fleur et du brocoli cru. Donc là, ça permet un apport en quercétine, dont on parlait tout à l'heure, en vitamine C aussi. Si vous allez aussi verser dessus de l'huile de bonne qualité, je vous le redis, de l'huile première pression à froid ou de l'huile extraite à froid. Donc là, on aura aussi nos apports en vitamine D, nos oméga 3 si vous choisissez par exemple de l'huile de colza. Autre préparation intéressante, la choucroute de poisson. La choucroute pour l'apport en probiotiques, un aliment lacto-fermenté, et puis le poisson, on choisira des poissons gras pour l'apport en vitamine D et l'apport en oméga 3.
Une autre recette aussi, le poisson, n'importe quel poisson, un poisson blanc par exemple, que vous faites mariner dans une marinade composée de citron. Donc là, le citron, on aura l'apport en vitamine C, de l'ail, le gingembre, de la sauce soja. Donc là, on a nos épices aux vertus réchauffantes. On a la sauce soja qui est un produit lacto-fermenté. Le kimchi, qui sont des... Alors je vous ai, sur les diapos qui arrivent, la recette du kimchi, une proposition de recette de kimchi va apparaître, et puis la recette de taboulé de chou-fleur aussi. Donc le kimchi, je vous rappelle, sont des légumes lacto-fermentés, donc pour l'apport en probiotiques et en fibres, en sels minéraux aussi. Vous complétez ça avec du riz complet, avec un œuf sur le plat, donc avec le jaune qui reste liquide. Et là aussi, on a un apport vraiment très intéressant pour stimuler notre système immunitaire. Et les poires pochées, vous faites votre sirop de pochage bien riche, bien généreux en épices, de façon à ce que les vertus nutritionnelles des épices puissent pénétrer en quantité intéressante dans la poire. Donc soyez bien généreux en épices dans votre sirop de pochage de poire. Mais ce ne sont que des exemples, que des propositions. Laissez libre cours à votre imagination. Donc comme je vous disais, je vous présente là très rapidement la recette de taboulé de chou-fleur. Donc, ce sera pour ceux qui font des captures d'écran. On enverra le diaporama au client. D'accord. Il y aura même des recettes. Aussi le webinaire en replay. Donc je vous disais, un petit chou-fleur, un brocoli, des graines de tournesol pour l'apport en oméga 3, les raisins secs pour les fibres et c'est un petit peu de vitamine, notamment, de toute façon on aura de la vitamine C dans le persil, un petit peu de menthe hachée, le jus de citron pour la vitamine C, et puis l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, là on est plus sur des oméga 6 que des oméga 3, mais vous pouvez tout à fait remplacer l'huile d'olive par une huile de colza ou une huile de lin si vous aimez ça. Donc la recette, je ne vous la décris pas. Vous savez certainement réaliser un taboulé. Et puis une proposition de kimchi. Donc là, il nous faut des légumes. Pour le kimchi, il faut un peu de patience. Ce n'est pas compliqué à réaliser, comme la choucroute. Ce n'est pas compliqué à faire. Il faut juste un petit peu de patience, puisqu'il faut émincer tous les légumes, les mettre dans un bocal stérile avec un peu de sel, éventuellement de l'eau aussi si besoin. Pour le kimchi, pour éviter le côté trop acide, on peut rajouter une cuillerée à café de sucre. Et puis, il faut patienter plusieurs semaines avant que, le temps que la lactofermentation se réalise, donc plusieurs semaines avant de pouvoir consommer ce kimchi. Mais une fois qu'il est réalisé, il se consomme des mois, il se conserve, il se consomme aussi durant des mois et des mois. Donc, c'est un produit très, très intéressant. Voilà, mon propos se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis navrée pour les petits désagréments du début de webinaire. Karine, nous allons faire place aux questions maintenant. Oui, il y avait justement une question sur la choucroute. Est-ce que la choucroute cuite garde toutes ses propriétés ou pas? Alors, on va détruire un petit peu de propriétés quand même avec la cuisson. Il est vrai. Donc, on aura quand même... il va rester... La choucroute, en fait, c'est cuit, c'est plutôt mijoté. Donc, en fonction de la température, on va pouvoir conserver quelques bactéries, quelques probiotiques. Nous aurons les fibres et les sels minéraux de toute façon qui seront présents, donc qui seront utiles pour lutter contre l'acidose et qui serviront de nutriments aux probiotiques. Juste un petit mijotage, on ne fait pas bouillir, ce sera mieux. D'accord. Et il y a une question sur la vitamine C. Est-ce que les fruits rouges surgelés comme le cassis gardent la vitamine C? Finalement, c'est la problématique de la surgélation. Oui, alors là, tout dépendra du processus de fabrication, mais très souvent, de plus en plus souvent quand même, les fabricants, les producteurs réussissent à récolter et surgeler les fruits ou les légumes dans les 24 heures après la récolte. Donc, ce qui permet quand même de conserver une bonne partie de la vitamine C. D'accord. Ce sera préférable, la vitamine C, les fruits et légumes surgelés par rapport aux fruits et légumes en boîte, où là, on va chauffer quand même à des températures supérieures à 100 degrés et qui permettent de détruire une quantité
assez importante de vitamines, malheureusement. Ouais. Et pour la quercétine, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça reste dans les fruits surgelés ou dans les compotes? Oui, ça reste. Oui, tout à fait. Même au chaud, parce que la compote, quelque part, c'est donc une cuisson. Oui, mais la quercétine, c'est un pigment, en fait, la quercétine. C'est pas une vitamine, donc comme c'est un pigment, ça va rester. Et dernière question, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il est préférable de prendre des compléments de vitamine D et à quel moment, entre les repas ou pendant? Alors, moi, la vitamine D, oui, comme je disais, hein, mais cette personne n'est peut-être pas arrivée en début de propos. Moi, je la recommande du mois d'octobre au mois d'avril dans notre région sous forme de prise quotidienne. C'est plus efficace que certaines propositions qu'on nous fait où on a une prise par mois ou une prise par trimestre qui fait un fort apport en vitamine D qui petit à petit va descendre. Alors qu'une prise quotidienne, il existe des propositions où une goutte, c'est sous forme d'huile, une goutte d'huile par jour va permettre de lisser notre teneur héminique en vitamine D. Pardon. Alors moi, je prends ça le matin, au petit déjeuner. Je prends mon petit flacon, une goutte d'huile que je pose sur ma main pour bien voir que j'ai une seule goutte, même si j'en ai 2 ou 3, c'est absolument pas dangereux. Hein. Et puis comme ça, je consomme ça au moment de mon petit déjeuner. Il n'y a pas vraiment de moment précis dans la journée pour prendre sa vitamine D. Il faut juste penser à être régulier en fait. Bon. Très bien. Est-ce que, donc là, on a fait, je dirais, le tour des questions. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait effectivement donc le tour. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'effectivement, comme je le disais, on va donc envoyer ton PowerPoint aux participants. Et puis, tu as mis d'ailleurs tes coordonnées, les nôtres aussi, les miennes. Donc, si quelqu'un a des questions, qu'il n'hésite pas à nous recontacter aussi. Bien sûr. Je te remercie en tout cas pour tes propos et j'espère qu'on a pu répondre effectivement à toutes les questions. Je vous remercie à tous et bonne soirée. Bonne soirée.